Les ressources sont en Afrique. Donc tout le monde veut sa place au soleil, sur le soleil africain. Aucun gouvernement n'existe aujourd'hui dans ce monde qui n'ait pas de politique africaine. Tous les gouvernements, y compris les pays nordiques, hein. C'est la Suède, tout ça, tous les pays ont une politique africaine. Tous les pays ont une politique africaine. Tout le monde intervient, hein, avec ses moyens. Avec ses moyens. Il y a certains qui interviennent militairement, d'autres diplomatiquement, d'autres intellectuellement, d'autres encore plus culturellement, d'autres conjuguent ensemble ces instruments. Donc, quand on voit comment la Chine est en train d'augmenter sa puissance militaire, parce que c'est tout à fait normal qu'un pays qui arrive à ce niveau de maturité, avec une telle richesse, il faut qu'elle développe, il faut que la Chine développe des outils militaires pour pouvoir se sécuriser et garder en sécurité ses sources d'approvisionnement. Bon, pour l'instant, la Chine ne crée pas de base militaire en Afrique. Les Africains, dès que tu leur dis que la Chine opère par colonisation, ils te disent oui, mais la Chine n'a pas. Montrez-nous les bases militaires chinoises en Afrique. Ça veut dire que nous ne comprenons pas encore le monde. Nous ne comprenons pas encore le monde. Pour l'instant, la Chine qui est la dernière née, disons des choses comme ça, la dernière née des puissances, et qui est en train de devenir la première puissance du monde, elle a tiré les enseignements de toutes les autres puissances. Elle a étudié. Depuis l'Égypte antique, elle a étudié ce qui fait la montée et le déclin des puissances. Et donc, elle va utiliser les outils les plus efficaces. Tout d'abord, en Afrique, la Chine aujourd'hui, nécessairement et utilement par formation. Elle forme. Elle recrute les Africains, elle les amène parfois en Chine, elle les forme là-bas. Bon, c'est des missionnaires, hein. C'est-à-dire qu'ils les recrutent et bon, on leur apprend le chinois, ils voient bien le modèle chinois. Les gars reviennent au pays, ce sont des missionnaires chinois. C'est des évangélistes. C'est des évangélistes. Maintenant, on voit même ces évangélistes parfois sur Internet. C'est les grands défenseurs. Moi, je les appelle les Chinois. Les Chinois, c'est les Chinois, ils sont noirs. Donc, nous sommes au cœur de ces grands enjeux-là. Les États-Unis n'en demandent pas. Les États-Unis n'en demandent pas. Les bases militaires, elles déploient les drones, et les États-Unis déploient actuellement des drones. Et ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Hein. Tant que les Africains ne vont pas prendre leurs responsabilités, c'est terminé. C'est terminé pour nous. Voilà. Donc, le cœur, il ne faut pas, moi je ne veux pas parler d'autre chose. Je veux dire que l'Afrique est au cœur des enjeux économiques très puissants. Très puissants. Mais, comment est-ce que nous, Africains, nous abordons, hein, nous faisons face à ces enjeux? Face à ces enjeux, l'Afrique présente 4 faiblesses. 4 faiblesses. Ce que j'appelle le désarmement intellectuel. La première faiblesse, c'est le désarmement intellectuel. Deuxième faiblesse, le désarmement moral. S'il vous plaît. Troisième faiblesse, le désarmement spirituel. Et quatrième faiblesse, la perte de l'espace territorial. La perte de l'espace territorial. Bon. C'est bien, hein, de dire que nous sommes les plus beaux et nous sommes le peuple premier et nous avons construit de grandes pyramides. C'est bien, hein? C'est bien.
Moi, je veux bien, je suis le premier à défendre ça. Sauf que la géopolitique, elle est intraitable avec les peuples qui refusent de voir la réalité en face. L'histoire, elle est tragique. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Les peuples qui renoncent sont fatalement en danger de mort. Le cimetière est leur dernier, est leur destination finale. C'est comme ça. Et l'histoire du monde regorge des peuples qui ont disparu. Des entités qu'on qualifie abusivement d'État, qui en réalité n'en sont pas. C'est en réalité des enclos coloniaux dans lesquels nous sommes parqués comme des animaux et gardés dans chaque compartiment par un gardien d'enclos qui est là, qu'on appelle le chef d'État. Et donc, ce gardien est pourvu d'un certain nombre d'outils qui lui permettent de régenter, de prescrire la norme et de garder la masse dans cet enclos-là, de le garder fermement. Et de faire en sorte que aucune contestation ne survienne. Donc, les frontières en Afrique ont été annoncées déjà à la conférence de Berlin. Que la conférence de Berlin, ce n'est pas elle qui a défini les frontières en tant que telles, mais la conférence de Berlin de 1884-85 a juste placé le cadre général dans lequel les puissances européennes vont opérer en Afrique. Donc, spécifiquement en Afrique, les frontières sont nées à partir d'un certain nombre d'accords entre puissances opérant sur le terrain. C'est-à-dire que si nous prenons l'Afrique occidentale française, les frontières ont été négociées entre la France, soit entre la France et l'Angleterre, soit entre la France et le Portugal, soit entre la France et l'Allemagne, etc., etc. Donc c'est une série d'accords qui ont permis aux Européens de définir les frontières en Afrique et disons, de regrouper à la fois un certain nombre de territoires et dans le même temps, ils ont réussi à disperser d'autres territoires, c'est-à-dire les répartissant entre 2, 3, 4 entités. C'est ainsi qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, au Togo, il y a des peuples qu'on retrouve dans le Togo qui est français, et de l'autre côté de la frontière au Ghana, il y a le même peuple, etc. Mais d'une manière générale, ces peuples ne s'entendent plus, bon, le contact est coupé, il y a discontinuité, une discontinuité géographique dans le phénomène africain. Bon. Donc, nous avons ces soi-disant États qui n'en sont pas, et ces États n'en sont pas parce qu'on le voit. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé au Mali récemment, voilà un État qui, soi-disant, a été attaqué par des islamistes. Bon, on avait dit qu'ils étaient 500. Après, on a dit non, peut-être c'est 100. Bon, ok, un État qui n'arrive même pas, qui ne peut même pas combattre 100 personnes. 100 personnes, on ne peut pas, on ne peut pas. Même si nous savons que derrière, il y a des choses qui ont été faites par d'autres peuples, d'autres pays pour pouvoir intervenir. Mais, factuellement, on a quand même une partie du Mali qui a été prise en otage par un groupe d'hommes qui n'est pas aussi armé que ça. Mais non, qu'est-ce qu'on a vu? On voit les militaires maliens enlever leurs treillis, les plier rapidement et les mettre dans les sacs plastiques et fuir. Les gars font dans la masse. Donc ils sont devenus civils. Comme ça, bon, donc c'est fini, quoi. C'est bon, c'est bon. Et c'est la France qui va intervenir. Voilà. Et ça permet à la France de redéployer son outil de colonisation, de se renforcer. La France réunit les gardiens des enclos coloniaux à l'Élysée pour dire qu'ils font une réunion sur la sécurité en Afrique parce que le terrorisme menace. Bon. Entre-temps, le Qatar
pays arabophone a été admis dans la francophonie. Les Africains n'y ont vu que du feu. Bon, il y a pas eu de réflexion là-dessus. On ne sait pas. Bon, pourquoi est-ce que le Qatar adhère à la francophonie? Bon, à la limite, les Africains, enfin, ceux que moi j'ai écoutés, ils ont été plutôt choqués de voir que eux qui sont si français, hein, ils ne comprenaient pas pourquoi la France a accepté la candidature du Qatar. Parce que, selon eux, le français, c'est plutôt une propriété, disons, des Africains. Ils ne comprennent pas pourquoi. C'est-à-dire que leur langue, hein, pourquoi est-ce qu'un pays arabe va... Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Bon. Ok. La France, face à la Chine en Afrique, parce que la menace, c'est ça. C'est ça, la grande menace, c'est ça. La Chine a des moyens considérables. Absolument. Donc, qu'est-ce que la France va faire? La France va trouver un partenaire. Parce que le Qatar a quand même beaucoup de pétrole. Donc, le Qatar va financer une partie du radicalisme islamiste en Afrique et la France va intervenir après. Et donc, le fruit de ces interventions sont partagés entre le Qatar et la France. C'est ça le deal. Mais on ne comprend pas. C'est-à-dire que les gens disent, mais le Qatar, qu'est-ce que le Qatar vient faire dans la francophonie qui est notre propriété à nous? Mais non, il s'agit d'un deal. Hein? On l'a vu au Mali. Le Qatar finance les djihadistes, les quelques machins là dans le Sahara. La France intervient. Bon, ils sécurisent les mines d'uranium, des trucs. Bon, il y a le gaz, tout ça, puisque le Qatar veut être le pays le producteur du gaz, etc. maintenant. Bon, donc, ils partagent les trucs. Au Nigeria, c'est la même chose. On a quoi là, les Boko Haram. C'est ça. Et plus le temps va avancer, plus nous serons confrontés à ça. C'est que la France et d'autres pays, les États-Unis, vont jouer maintenant sur les artifices religieux, hein, pour intervenir. Et la menace, c'est qu'on va reconfigurer complètement la carte de l'Afrique. Contrairement à ce que nous-mêmes nous pensons, c'est-à-dire, on revient maintenant, parce que je vous disais, la pensée allemande qui voudrait que la carte du monde ne soit pas définitivement faite. Voilà. Et c'est l'Afrique qui va aller là-dessus. Parce qu'en Afrique, nous n'avons pas les instruments pour pouvoir les combattre. En tout cas, nous ne faisons pas le nécessaire pour nous doter de ces instruments. Donc, l'Afrique se retrouve prise au piège. Et aujourd'hui, dans les relations internationales, elle est la seule partie du monde où, à condition de faire preuve de témérité et de courage, un groupe de 100 personnes peut décider de chambouler la vie d'un territoire et de toute une population. Et on est là. Tout le monde observe ça. Bon, il n'y a pas de réflexion là-dessus. On attend. À la limite, bon, on va prier. Bien bon. Ceux qui sont les plus intelligents disent, bon, on n'a plus d'avenir ici, on va en Europe, on va, je sais pas, on va en Asie. Maintenant, bon, plus les mènes, tout ça, maintenant, donc, c'est ça, l'Afrique se retrouve au cœur des enjeux économiques énormes. Lorsqu'un peuple n'arrive plus à influer sur son environnement, fatalement, il est en danger de mort. Et ça fait trop longtemps que les Africains, nous avons laissé les choses se faire, non seulement par les autres, mais aussi et surtout contre nous. Parce qu'à partir du moment où nous n'agissons pas, les autres agissent, ils occupent la place et ils posent leur pion, si bien que, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, et
notre mort s'approche. Voilà, notre mort s'approche et malheureusement, les Africains, nous jouons. Pendant ce temps, nous jouons. Nous passons du temps sur des sujets, à mon avis, qui sont mineurs et qui sont parfois même négligeables. Hein? Mais ce sont ces sujets-là qui nous préoccupent. Donc, moi, ce que je souhaite faire avec vous ce soir, c'est d'essayer d'engager le débat et de faire en sorte que nous puissions quitter ici avec, disons, une perspective d'action à moyen et à long terme.